Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des vaccins qui nous sont administrés depuis notre chère et tendre enfance. Et vous allez comprendre très rapidement que si les résultats d'une étude présentée récemment devant le Sénat américain sont exacts, cela reviendrait à reconnaître un empoisonnement des peuples délibéré et coupable de la part de l'industrie pharmaceutique. Nous allons écouter tout de suite Aaron Siri, un avocat spécialisé dans les litiges liés aux vaccins, nous parler de cette étude qui, bien qu'officielle, n'a jamais été évidemment publiée jusqu'à présent. Regardez. Pendant la période précédant 2013, l'Institut de médecine a été chargé par le département de la santé et des services sociaux des États-Unis d'examiner l'ensemble de la littérature scientifique existante afin d'évaluer la sécurité du programme de vaccination infantile des CDC dans son ensemble. Le HHS a payé l'IOM pour cette mission. Après avoir mené cette tâche avec un groupe de scientifiques pluridisciplinaires, l'IOM a conclu, je cite, que les études visant à examiner les effets à long terme du nombre cumulé de vaccins ou d'autres aspects du calendrier vaccinal n'ont pas été menées. Fin de citation. C'est la conclusion de l'Institut de médecine après avoir examiné l'ensemble de la littérature scientifique. Ce qui signifie que l'IOM n'a pas pu trouver d'études comparant comme on le ferait pour étudier la sécurité d'un produit, un groupe exposé, c'est-à-dire des enfants vaccinés, avec le calendrier vaccinal pédiatrique, avec des enfants non vaccinés, ce qui est nécessaire pour évaluer la sécurité du calendrier. En l'absence de preuves de sécurité, la meilleure conclusion que l'IOM puisse tirer est « il n'existe aucune preuve que le calendrier ne soit pas sûr ». Fin de citation. Cela signifie bien sûr que l'IOM ne trouve aucune preuve permettant de conclure à la sécurité du calendrier. Le rapport de l'IOM indique qu'il est possible, je cite, d'effectuer cette comparaison, c'est-à-dire entre enfants vaccinés et non vaccinés, grâce à l'analyse des informations sur les patients contenues dans de grandes bases de données telles que le Vaccine Safety Data Link, fin de citation, qui était auparavant hébergé sur les CDC, mais à ce jour, le gouvernement n'a toujours pas effectué cette comparaison. Au fait, le CDC a mené et publié un livre blanc en 2015 expliquant comment mener cette étude. A-t-elle été réalisée? Je ne sais pas. A-t-elle été publiée? Non. En 2017, l'un de nos clients, le sénateur Johnson, a dit que l'Informed Consent Action Network souhaitait consulter cette étude comparative entre enfants vaccinés et non vaccinés. Comme le montre la bande-annonce que vous venez de visionner, Del Bigtree, PDG de l'ICANN, avait rencontré le docteur Marcus Servier, alors chef de service des maladies infectieuses au centre médical Henry Ford. Et il a accepté de nous rencontrer, de potentiellement mener l'étude. Il mène des essais cliniques pour des vaccins, notamment pour le vaccin Moderna contre le Covid-19. Lorsque nous l'avons rencontré, nous avons expliqué que c'était l'occasion de faire taire les anti-vaccins qui prétendaient que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé. À notre grande surprise, le docteur Service a annoncé qu'il mènerait l'étude. Il a recruté un épidémiologiste en chef et 2 statisticiens au sein du Henry Ford. Il s'agissait de scientifiques reconnus qui avaient sans doute des opinions orthodoxes sur les vaccins. Depuis 2020, j'ai reçu une copie de l'étude. Elle présentait les résultats d'une analyse comparant les enfants inscrits à l'hôpital Henry Ford de 2000 à 2016, dès la naissance, qui n'avaient pas été vaccinés, à ceux qui en avaient reçu un ou plusieurs. Cette étude était basée sur les véritables dossiers médicaux. Il s'agissait enfin d'une vaste étude comparant les enfants vaccinés et non vaccinés, utilisant des données de santé d'un grand établissement de santé américain, une pratique qui, comme l'a souligné l'IOM, n'avait jamais existé auparavant. L'étude a commencé par expliquer qu'elle visait à réduire l'hésitation vaccinale en assurant les parents que le calendrier vaccinal des CDC est sûr. Au lieu de cela, les chercheurs ont constaté que les enfants vaccinés présentaient un taux d'asthme 4,29 fois plus élevé, une atopie 3,03 fois plus élevée, une maladie auto-immune 5,96 fois plus élevée, et un taux de troubles neurodéveloppementaux 5,53 fois plus élevé, dont un taux de retard de développement 3,28 fois plus élevé et un taux de troubles à la parole 4,47 fois plus élevé. Tous ces résultats étaient statistiquement significatifs.
D'autres affections ont également été observées, ce qui a entraîné de nombreux cas dans le groupe des personnes vaccinées, mais zéro dans le groupe non vacciné. Par conséquent, il est impossible de calculer un taux incluant les dysfonctionnements cérébraux, le TDAH, les troubles d'apprentissage, les déficiences intellectuelles. Par exemple, il y a eu 264 cas de TDAH dans le groupe vacciné et aucun dans le groupe non vacciné. Dans cette étude, il y avait environ 16 000 enfants dans le groupe vacciné et environ 2 000 dans le groupe non vacciné. Le rapport entre ces deux facteurs est donc important et c'est ce que l'étude a comparé. Ces résultats sont inquiétants, notamment parce que ces problèmes de santé chronique peuvent être causés par un dérèglement de système immunitaire et que les vaccins peuvent provoquer un tel dérèglement. Les citations de ces articles figurent dans ma soumission écrite. Dans l'ensemble, l'étude a révélé qu'après 10 ans, 17% des enfants non vaccinés souffraient d'un problème de santé chronique, tandis que 57% des enfants vaccinés souffraient d'au moins un problème de santé chronique, souvent multiple, soit 17% contre 57%. Le seul véritable problème de cette étude et la raison pour laquelle elle n'a pas été soumise pour publication est que ces résultats ne concordaient pas avec la croyance et la politique selon lesquelles les vaccins sont sûrs. Si l'étude avait révélé que les enfants vaccinés étaient en meilleure santé, elle aurait sans doute été publiée immédiatement. Et comme elle a conclu au contraire, elle a été mise en échec. Nous avons exhorté à plusieurs reprises les docteurs Service et Lamoretta à soumettre l'étude pour publication. Ils ont affirmé que l'étude était bien conçue et menée, mais le docteur Service a déclaré qu'il ne voulait pas perdre son emploi. Le docteur Lamoretta a déclaré qu'il ne voulait pas mettre les médecins mal à l'aise. C'est un exemple concret de la façon dont la science des vaccins est corrompue, comment seules les études qui confirment les croyances et les politiques selon lesquelles les vaccins sont sûrs sont publiées. Tout le reste est retiré. Ce biais de sélection est dangereux et a pour effet de corrompre toute la science concernant la sécurité des vaccins. Nous pouvons protéger les enfants des maladies infectieuses et des méfaits des vaccins. Nous devrions et devons faire les deux. On comprend bien pourquoi cette étude ne fut jamais publiée. Si les résultats s'avèrent être exacts, c'est clairement un empoisonnement volontaire des enfants depuis des décennies, ce qui expliquerait bien sûr pourquoi tant d'enfants sont par exemple autistes, hyperactifs, bipolaires ou autres. Cela viendrait de ces vaccins qu'ils injectent. Mais attention, c'est des vaccins qui restent néanmoins nécessaires pour sauver des vies par millions qu'ils nous disent. Mais est-ce que c'est vrai que les vaccins sauvent tellement de vies par millions? Alors écoutez le sénateur Ron Johnson. J'aime les chiffres. Dans vos témoignages, vous parlez des estimations des CDC. Je pense que le chiffre final auquel je m'intéresse est une étude selon laquelle les CDC ont indiqué qu'entre 1994 et 2023, les vaccins ont sauvé 1,1 million de vies aux États-Unis. D'accord? Donc encore une fois, je travaille uniquement avec des chiffres, d'accord? Prenons les 1,1 million, je les compare aux 154 millions. J'essaie de comprendre ces chiffres, n'est-ce pas? Donc si 154 millions de vies ont été sauvées en 50 ans, selon l'OMS, les CDC disent que cela représente 1,1 million ici aux États-Unis sur 30 ans. Je commence donc à faire les extrapolations. Et encore une fois, ces chiffres ne sont pas scientifiques, ce ne sont que leurs modèles. Je vais donc poursuivre leur modèle, 1,4 million. Nous représentons 4% de la population mondiale. Selon les CDC, cela représenterait 27 millions de vies sauvées à l'échelle mondiale en extrapolant notre part de la population. Cela représente plus de 30 ans. Donc si on divise ce chiffre par 30, on obtient environ 910 000 par an. Multiplié par 50 ans, cela représente environ 46 millions de vies sauvées. Il y a donc une différence entre ce que disent les CDC, à savoir le nombre de vies sauvées. Encore une fois, ils inventent tout ça. Ils créent simplement un modèle fortement biaisé en faveur de leur point de vue. L'OMS parle de 154 millions. Et encore une fois, je pense que M. Siri a plutôt bien décrypté cette propagande. Et voilà, c'est de la propagande. Ce n'est pas de la science, c'est de la propagande. Mais creusons un peu plus. Dans cette étude des CDC, 1,1 million de vies sont sauvées grâce à 3 maladies. La diphtérie, l'hépatite B et la rougeole. Et M. Siri fait un excellent travail en présentant les chiffres de base difficiles à réfuter. Voyons-les. Diphtérie, environ 750 000 sur ces 1,1 million. Au fait, ces 3 maladies représentent environ 84% des 1,1 million de vies sauvées selon les CDC. Comment calculent-ils cela? Eh bien, ils disent que la diphtérie a sauvé environ 750 000 vies en 30 ans. Cela représente 25 000 vies par an.
C'est ce qu'ils prétendent sauver grâce aux vaccins qui préviennent les décès dus à la diphtérie. Le problème avec ce chiffre, c'est qu'en 1948, lorsque le premier vaccin contre la diphtérie a été homologué, le nombre réel de décès était de 634 par an. Au fait, affichons le tableau de la diphtérie ici. Je crois qu'on l'a aussi sur la vidéo, non? Le premier vaccin contre la diphtérie a donc été utilisé en 1929, n'est-ce pas? C'était en 1926. Mais le premier vaccin homologué date de 1948. Eh bien, entre 1900 et 1926, la mortalité est due à... Oh, je comprends. Le premier vaccin homologué date de 1926, mais il était rarement utilisé. Entre 1926 et les années 40, la mortalité a diminué au même rythme dans les zones qui l'utilisaient, principalement les grandes villes. Ainsi, lorsque le premier vaccin a été largement utilisé, la première homologation date de 1948, le taux de mortalité avait déjà diminué de 97,8%. Lorsque l'utilisation systématique du vaccin a vraiment commencé en 2006, la prévalence avait déjà diminué d'environ 80%. Eh bien, ce n'était pas dû au vaccin, c'était dû à l'amélioration de l'assainissement. Nous ne vivions pas dans la misère, l'alimentation est meilleure. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la diphtérie a considérablement diminué en termes de taux pour 100 000. Ainsi, lorsque nous avons commencé à utiliser largement le vaccin contre la diphtérie en 1948, nous avions déjà réduit les taux de mortalité. La mortalité avait diminué de plus de 97% et pratiquement rien du tout de cela n'était dû au vaccin. Cette année-là, il y a eu 634 décès. C'est exact. Et le CDC affirme que nous évitons 25 000 décès par an dus à la diphtérie. C'est l'exemple le plus frappant. L'hépatite B, on parle de 3 000 vies sauvées par an. Mais en 1980, lorsque le vaccin a été découvert, il y avait environ 294 décès par an. En fait, le nombre a augmenté depuis que le vaccin est sorti. On parle d'environ 1700 décès par an maintenant, donc le nombre de décès a augmenté, mais on parle de 3000 vies sauvées. Donc pour la rougeole, on parle d'environ 2700 décès par an. En 1963, avant la commercialisation du vaccin, on parle d'environ 400 décès par an. Donc au total, si on additionne ces trois maladies, on obtient un total de 30 700 vies sauvées par an pour ces trois maladies. Alors que le taux de mortalité pour l'année d'utilisation des vaccins était de 1328. Ils affirment donc que le nombre de vies sauvées a été multiplié par 23 par rapport au nombre réel de décès après l'arrivée des vaccins. Donc encore une fois, il y a toutes ces affirmations, 154 millions, 1,1 million. Les chiffres ne collent tout simplement pas. Et ce qui est très clair, c'est qu'on pourrait afficher le tableau de la rougeole. Vous pouvez le faire rapidement. La même dynamique fondamentale, lorsque nous avons eu un vaccin contre la rougeole, le taux de mortalité par rougeole avait déjà diminué de 98%. Améliorer l'hygiène, améliorer la nutrition, je veux dire les antibiotiques, les traitements. Ce qui est un gros problème pour moi avec le Covid, c'est qu'on sabote les traitements. On ignore les traitements, on investit tout dans l'injection Covid, mais bon, je pense que c'est un point important à souligner. Qu'est-ce qui a réellement fait baisser le taux de mortalité lié à ces maladies infectieuses? Bien sûr, les vaccins ont peut-être contribué à cette évolution, n'est-ce pas? Mais l'essentiel de la réduction de ces maladies s'est produit bien avant la popularisation des vaccins. C'est exact, monsieur Siri? Absolument. Et surestimer les bénéfices d'un produit médical est tout aussi dangereux que surestimer ses risques. Et ils surestiment les bénéfices sur la base de ces données de plusieurs fois. Voilà, je pense que tout le monde aura compris l'essentiel. Il ravage toujours aux États-Unis que les vaccins diphtérie, hépatite B et rougeole sauvent rien qu'aux États-Unis 30 700 vies par année, alors que le taux réel de mortalité de ces trois maladies combinées juste avant l'introduction de leurs vaccins respectifs était de 1328 morts. Une différence de 29 372 morts potentielles entre leurs projections, leur modèle et le nombre réel de morts. Ils ont juste multiplié par 23 le nombre de morts potentielles de ces trois maladies. On peut clairement dire qu'en amplifiant le nombre réel de morts,
ça doit certainement booster les ventes de ces pseudo-vaccins et l'État peut donc les rendre obligatoires pour des maladies qui sont 23 fois moins mortelles qu'ils le prétendent. Et bien sûr, par contre, ces injections peuvent rendre malade tout le monde de bien portant avec tous les possibles effets secondaires de ces vaccins. Et attendez, c'est pas terminé. Le 8 septembre 2025, Donald Trump, le président américain, a publié une vidéo sur Truth Social relayant les affirmations des médecins Mark et David Geyer qui associent le thimerosal, un conservateur à base de mercure, présent dans certains vaccins, à l'autisme, qualifiant les vaccins de poison. Regardez. Montrez-leur le flacon de thimerosal que nous conservons dans un récipient métallique par crainte et qui contient une poudre très fine. Il s'agit de thimerosal qui est étiqueté comme très toxique. Il a des effets cumulatifs et peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. Il est spécifiquement mis en garde contre les risques de toxicité pour la reproduction et le développement, notamment l'autisme et d'autres troubles neurodéveloppementaux. C'est une substance extrêmement toxique et c'est dans le vaccin. Et voici ce que contient le vaccin. Il est important de comprendre qu'il s'agit de toute une gamme de produits. Les vaccins sont un enjeu majeur car bien sûr ils sont injectés directement. Par exemple, voici le vaccin contre le tétanos. Celui-ci est périmé, il est un peu dépassé maintenant, 2007. Voici le thimerosal. 1 pour 10 000, c'est un conservateur. Le vaccin contre la grippe est peut-être le plus important aux États-Unis, du moins en ce qui concerne l'exposition au mercure. Le vaccin contre la grippe est désormais recommandé chaque année pour toutes les femmes enceintes, tous les nourrissons et tous les enfants. Vous avez la grippe de l'année dernière ? Nous comprenons que le thimerosal n'est pas ajouté à la fin. Ce n'est pas comme si l'année prochaine, cette usine pourrait produire du thimerosal. Le thimerosal, soit il faut une usine sans thimerosal, soit il ne faut pas en avoir. Ils ajoutent du thimerosal à chaque étape, car l'usine n'est ni propre ni stérile. Il faut donc soit une usine stérile, coûteuse, où on n'a pas besoin de thimerosal, soit une usine qui en produit. Il faudra du thimerosal ou autre chose tout le temps. Il faut arrêter ça. Voici le vaccin contre la grippe d'Adventist Pasteur, leur Fluzone. Thimerosal, 25 microgrammes de mercure par dose. Je tiens à souligner que beaucoup de gens l'ignoraient et j'en fais partie. J'ai administré 2000 injections de Rhogam. Je travaille dans le domaine des vaccins depuis 35 ans. Je ne savais pas que le Rhogam contenait du thimerosal. Je pense donc que beaucoup de médecins l'ignoraient. Ils ignoraient que même le mot thimerosal signifiait mercure. Voilà, donc évidemment, si tout ceci est vrai, on peut dire que la prison Alcatraz va se remplir très rapidement. S'il vous plaît, mes amis, je vais vous poser une seule question. Connaissez-vous des enfants qui ont eu des effets secondaires graves après n'importe quelle vaccination? Nous devons tous partager nos expériences sur le sujet. Merci de me donner la vôtre, votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie aussi de regarder ma dernière vidéo sur les éoliennes. J'avais fait une erreur lors de la publication de celle-ci et je pense que beaucoup n'ont pas reçu les notifications pour sa mise en ligne. Alors jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît, je vous promets, ça vaut clairement le détour. Il y a du très très lourd dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description ci-dessous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.